Bonjour Anne, nous vous interviewons aujourd'hui pour la chaîne YouTube de demain. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Bonjour Mathieu, oui, alors Anne Valentin, je suis enseignante, professeure des écoles. Cette année je suis en classe de CM2. Ça fait à peu près 15 ans, on va dire 15 ans que j'enseigne, un petit peu plus si on compte quelques années auparavant de remplacement et puis de formation. J'ai enseigné de la petite section au CM2, j'ai la chance d'avoir découvert les différents niveaux, d'avoir découvert aussi le multiniveau puisque j'ai enseigné en cours simple, double, triple et quadruple. J'ai enseigné en zone rurale, citadine, même en ZEP aussi. Et puis il y a quelques années, j'ai fait une formation pour être enseignante spécialisée. Donc je ne suis pas restée, mais j'ai fait cette formation-là d'une année. C'était aussi très riche et très intéressant et ça me sert, même si je ne suis plus enseignante spécialisée, ça me sert beaucoup au quotidien. Et puis j'ai été chef d'établissement pendant 8 ans et donc là j'avais interrompu cette mission-là et que je viens de reprendre cette année. Donc j'ai la classe de CM2 dans une école de 8 classes avec la direction de l'école. Merci. Alors, vous avez fait référence à une formation spécialisée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc c'est une formation qui s'appelle maintenant le KPI. Donc c'est le certificat d'aptitude à la pratique professionnelle de l'école inclusive, si je ne me trompe pas. Donc c'est une formation qui s'adresse aux enseignants du premier degré et du second degré. Donc dans le premier degré, c'est pour être enseignante spécialisée, donc c'est-à-dire on vient au sein des équipes pour aider les élèves qui sont en grande difficulté scolaire. Tous ceux qui sont en difficulté sont aidés par les enseignantes, mais quand les difficultés dépassent le champ de compétences de l'enseignante, que tous les outils qu'on peut mettre en place en classe ne sont pas suffisants, c'est l'enseignant spécialisé qui prend le relais. Alors quelles sont selon vous les principales missions de l'enseignant? Alors en tant qu'enseignant, on est là pour transmettre les savoirs, transmettre les compétences. Donc la première mission, c'est la transmission. Il y a transmission, il y a explicitation, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour mettre du sens derrière tout ça. On est là pour expliquer aux enfants, leur donner les clés, évidemment, des outils et pour qu'ils puissent entrer dans les apprentissages et entrer dans les savoirs. Selon vous, est-ce que les missions de l'enseignant ont évolué au cours de ces 5 ou 10 dernières années? Oui, je pense que ça a considérablement évolué parce que, je parlais d'explicitation. La question du sens, c'est quelque chose qu'on prenait beaucoup moins en compte, je trouve. 5, 10, oui, même moi quand j'ai commencé il y a 15 ans, c'est pas quelque chose vraiment qui était au cœur de notre métier. Là, on a vraiment en tête de leur donner, comme je disais, les clés pour comprendre. Donc on est passé vraiment dans un focus sur les méthodologies, leur donner vraiment des méthodes. L'apprendre à apprendre, l'apprendre à comprendre, l'apprendre aussi à être attentif, parce que ça c'est primordial aussi dans une classe. Et souvent on entend les enseignants dire que les enfants sont de moins en moins attentifs, que c'est compliqué. Là il y a un programme que propose Jean-Philippe Lachaud, qui est chercheur à l'INSERM et qui est chercheur en neurosciences cognitives. Et donc c'est un programme justement pour, alors c'est pas une recette miracle, mais c'est vraiment leur faire prendre conscience des mécanismes au niveau du cerveau. Il y a plusieurs en fait modules dans ce programme ATOL, ça s'appelle le programme ATOL, attentif à l'école. Et il y a plusieurs modules qui permettent de faire prendre conscience aux enfants comment ils fonctionnent et leur faire prendre conscience de l'importance de l'attention et ce que ça va leur apporter aussi en qualité pour après mieux entrer dans les apprentissages. Justement, est-ce que par rapport à ce programme proposé par Jean-Philippe Lachaud, est-ce que vous avez pu mettre en place en tout cas une partie, ou toute partie en tout cas de ce programme-là dans l'école? Oui, alors là je suis rendue à ma 3e séance
Voilà, on a une demi-heure de séance programmée sur la semaine. Donc c'est un programme que j'ai déjà expérimenté il y a 2 ans avec également une classe de CM2. Donc là j'étais sur un poste d'enseignant spécialisé, donc j'intervenais en co-enseignement. On était 2 enseignants dans la classe pour le groupe classe. Dès la première séance, en fait, on essaye de leur faire prendre conscience il y a beaucoup de petits jeux, il y a beaucoup de mimes qui sont utilisés dans cette méthode. C'est assez intéressant parce que les enfants sont du coup acteurs. Et donc on leur demande de raconter, on demande à 3 élèves de venir pour raconter leur week-end. Et on demande aux élèves d'observer ce qui se passe. Voilà. Alors souvent ils sont focalisés sur les élèves, après on essaye d'élargir pour leur faire prendre conscience aussi de l'environnement. Et on veut les amener finalement à considérer la posture de l'enseignant. Et donc, on vous dit que quand le premier élève intervient, vous devez le regarder. Quand le deuxième intervient, vous devez vous déplacer dans la classe, ouvrir une fenêtre, faire tomber quelque chose, en gros faire du bruit. Et lorsque le troisième élève intervient, donc pour raconter son week-end, là on doit le regarder mais penser à autre chose. Ou dire en tout cas aux enfants qu'on a pensé à autre chose et qu'on n'a pas écouté. Voilà, et donc les enfants sont assez surpris et c'est l'objectif de cette première séance, de leur faire prendre conscience mais ils le trouvent eux-mêmes, tout seuls, que c'est pas parce qu'on regarde quelqu'un dans les yeux, sans parler, donc on est sage en fait, que forcément on est attentif. Généralement, il y a un gros parce que ceux qui font plein de choses en classe, il y en a qui ont besoin de faire aussi des choses en classe pour justement canaliser leur attention. Donc voilà, c'est pour leur montrer qu'on est tous différents et que par moments, c'est pas parce qu'on est sage comme une image qu'on est forcément attentif à l'enseignant. Donc cette séance, elle leur a beaucoup plu. Et donc voilà, on progresse dans le programme, c'est assez intéressant et en tout cas ils sont très, très demandeurs. Merci pour ce partage en tout cas sur le programme Atoll. Alors une question peut-être un peu plus difficile, mais est-ce que vous-même vous avez rencontré justement des difficultés, des déceptions dans votre carrière ? Oui, j'en ai rencontré. Alors les difficultés et les déceptions, elles sont, en tout cas me concernant, mais certainement, c'est aussi dû au caractère, au tempérament, à l'expérience aussi, tout ça c'est lié. C'est quand, ça m'est arrivé d'arriver dans des équipes et d'avoir en face de moi des personnes, des enseignantes qui ne sont pas du tout ouvertes d'esprit. Donc qui peuvent vous tenir ce genre de propos. Moi ça fait 25 ans que j'enseigne en classe de CM1 et ça fait 25 ans que je fais de la même façon, ça fait 25 ans que j'ai les mêmes outils, 25 ans que j'ai les mêmes méthodes et des personnes qui sont réfractaires au changement. Donc pour lesquelles on a beaucoup de mal à les envoyer en formation parce qu'elles sont un peu dans le refus de ces formations-là en disant qu'elles n'ont pas forcément besoin de ces formations. Donc je trouve que ça, alors pour moi c'est une difficulté de travailler avec des enseignants comme ça. Ils sont minoritaires bien sûr, mais malgré tout quand on se retrouve avec des enseignants comme ça dans les équipes, c'est vraiment pas évident. Moi j'ai beaucoup changé, donc je trouve que le changement il est riche et on peut après tout à fait rester dans le même établissement et avoir la même classe, mais ne pas du tout se remettre en question et ne pas du tout évoluer sur ses pratiques et ses outils. Je trouve que surtout ces 5-10 dernières années, ça a tellement, tellement évolué. Et ça a évolué pour le bien-être des élèves, puisque justement ce bien-être-là, maintenant on le prend en compte, alors qu'on ne le prenait pas du tout en compte avant. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Au niveau des outils, il y a des choses qui sont vraiment passionnants. On peut pas ne pas au moins faire la démarche de s'informer. Je trouve qu'en 2020 c'est quand même un peu dommage. Donc moi ça me met en difficulté et ça me déçoit beaucoup quand je rencontre ces enseignants. Merci. Alors maintenant une question sur le gouvernement et les réformes mises en place. Que pensez-vous en tout cas de la réforme sur l'inclusion mise en place par le gouvernement ? Donc ça c'est par rapport à la loi de refondation de l'école, donc ça date de 2013. Je me dis qu'on est en 2020, ça fait 7 ans et la loi sur le handicap elle date même elle encore d'avant puisqu'elle date de 2005. Les choses bougent, mais ça bouge très lentement.
Ça bouge très lentement et quand on est dans une équipe, quand on est voilà, enseignant, en plus qu'on accueille un enfant qui est en situation de handicap, voilà, c'est toujours trop lent de toute façon. Il y a encore voilà, cette rentrée des enfants qui se retrouvent sans AESH. Donc AESH, ce sont les accompagnants des élèves qui sont en situation de handicap, qui étaient avant les AVS, voilà, ça a changé de nom. Voilà, donc c'est une question de moyens. Les choses bougent, mais voilà, j'espère que dans 5 ou 10 ans, chaque enfant pourra être accompagné. Il y a aussi, encore une fois, c'est aussi la question de la formation, puisque les enseignants, ils ont besoin d'être formés. Les enfants d'être accompagnés au mieux, mais les enseignants, pour pouvoir les accompagner aussi, il faut aussi qu'il y ait au niveau de la formation quelque chose qui soit mis en place. Parce que voilà, ces élèves-là, ils ont voilà, des besoins spécifiques, donc ça demande nous d'adapter. Et si on n'a pas également, par rapport à leurs troubles, des connaissances, voilà, c'est très compliqué. Donc pour accompagner au mieux ces élèves, sachant que l'inclusion, c'est là où peut-être les enseignants, voilà, c'est long aussi à se mettre en place chez eux, puisque avant les élèves, ils étaient accueillis, mais pas forcément dans les classes. Donc là maintenant, on demande aux enseignants d'accueillir dans les classes et on demande aux enseignants d'adapter. Alors qu'avant, c'était à l'enfant, à l'élève de s'adapter, et maintenant on demande aux enseignants de s'adapter. Donc il y a ce changement de posture au niveau de l'enseignant qui est à faire, et voilà, ça va se faire, mais voilà, ça met du temps. Alors est-ce que vous-même, vous avez, dans votre carrière en tout cas, accueilli des enfants en situation de handicap ? Oui. Voilà, dans les classes, on accueille beaucoup, je parle de moi, enfin moi j'ai eu beaucoup d'élèves qui pouvaient être autistes Asperger. Après, dans les écoles où j'étais, alors il y a des handicaps visibles, il y a des handicaps invisibles, pardon, c'est voilà, la question du handicap, elle est très vaste, hein. Et puis oui, j'ai eu des élèves aussi qui avaient la mucoviscidose, des élèves qui peuvent être diabétiques. Bon, ça c'est pas forcément dans mes classes, mais voilà, c'était dans des classes de collègues. Donc oui, on est de plus en plus amenés de toute façon à avoir dans nos établissements, et d'ailleurs c'est bien, c'est une richesse. C'est une richesse aussi pour les autres enfants, pour les autres, même pour les familles en général. Souvent nous adultes, ça nous fait peur, parce que nous on n'a aussi pas connu ça quand on était à l'école, mais eux, les enfants, ils ont beaucoup moins de barrières que nous, donc c'est très riche pour eux. Selon vous, quelles sont les valeurs fondamentales nécessaires pour enseigner ? Alors je dirais la première valeur, c'est accueillir chaque élève, prendre en compte chaque élève, alors peut-être pas tant en tant qu'élève, mais aussi dépasser ça et le prendre en compte en tant que personne, essayer de favoriser aussi le lien, le climat de confiance, le climat de classe, travailler sur tout ce qui est en lien avec le vivre ensemble, qui va leur permettre justement d'être qu'on espère qui leur permettra de devenir des adultes épanouis dans la société, épanouis et responsables. Donc là c'est pareil, ça passe par toutes les valeurs qui sont liées au vivre ensemble, hein, le respect, la tolérance. Et donc on met en place au sein des classes, au sein des établissements, tout un tas de projets qui sont liés aussi avec ça, en dehors de l'éducation morale et civique. Mais il y a aussi des projets qui peuvent être conduits autour des délégués de classe, conseils des élèves, responsabiliser les élèves sur un certain nombre de choses, sur la propreté au sein de l'école. Je pense à ça parce que c'est des choses que j'ai vécues, des élèves aussi médiateurs. Donc on peut aussi initier les élèves à la médiation pour que sur la cour de récréation, l'adulte ou les adultes présents ne soient pas les seuls à pouvoir résoudre les problèmes. Et je pense que ça c'est aussi très important. Donc on prépare, et puis quand les enfants sont prêts, on les envoie 2 par 2, ils sont médiateurs et ils sont identifiés par les autres élèves avec une casquette, un gilet, après chacun peut trouver ce qu'il veut, et ça fonctionne bien aussi. Comment impliquez-vous les parents dans cette relation à 3 avec les enfants et le ou la professeur ? Je pense qu'on parlait du sens
tout à l'heure du sens qui était donné. Je pense que c'est important aussi d'être dans ce sens, et on parlait de méthodologie, d'être aussi dans le partage. Les parents, là moi j'ai eu ma réunion de classe il y a peu de temps, donc je vais m'appuyer sur ça. On essaye de leur présenter à la réunion de classe les outils, les méthodes qu'on va utiliser, et puis même tout au long de l'année de vraiment déjà les inviter à venir nous voir si jamais il y a un souci, ça c'est évidemment la première chose, mais de leur expliquer comment on fonctionne. Et je leur disais, nous on est allés à l'école, mais ça a énormément évolué. Et donc, si jamais eux, ils peuvent être en difficulté à la maison, tout de suite nous faire un retour. Après, ce qu'il y a de super et ce qui a émergé avec le confinement, et donc la continuité pédagogique, c'est moi j'ai une méthode de mathématiques, il y a des petites leçons, et en bas de la page de la leçon, il y a un QR code. Donc je disais aux parents, c'est quelque chose qui est tout nouveau, qui s'est développé lors du confinement, parce que les enfants étaient donc en distanciel. Et donc j'ai expliqué aux élèves comment ça fonctionnait, j'ai expliqué aux parents en leur disant, c'est des petites leçons, c'est très très bien fait, et ça vous permet, de suivre l'enfant et de savoir ce que nous on dit en classe. Parce qu'en tant que parents, on a un peu oublié, et bon, c'est tout à fait normal. Donc on est là aussi pour donner les clés aux élèves, mais pour donner aussi les clés aux parents, pour qu'ils aident les élèves. Donc notre rôle, c'est l'accompagnement des élèves, mais c'est aussi l'accompagnement des parents, et mettre aussi à disposition des parents tout ce qui va pouvoir les aider. Après, dans les écoles, les blocs se multiplient, il y a plein de choses qui existaient avant et qui se sont peut-être intensifiées. Et ça, c'est une bonne chose avec le confinement, parce que finalement, les parents ont été aussi mis à contribution, et on s'est rendu compte qu'il fallait que nous, qu'on les aide aussi pour aider leurs élèves, pour aider leurs enfants. Donc essayer d'être avec les parents dans cette explication de notre fonctionnement, pour qu'eux soient plus à même de comprendre et d'aider leurs enfants. Pourriez-vous nous citer un livre qui vous a marqué, en tout cas sur votre chemin, et que vous aimeriez partager avec la communauté, et bien sûr donc nous dire pourquoi? Oui, alors je citerai le livre de Charles Gardou, dont le titre est La société inclusive, parlons-en, il n'y a pas de vie minuscule. Charles Gardou est un anthropologue. Il évoque la société inclusive et les situations des personnes qui sont en situation de handicap, et toute la difficulté que ces personnes-là peuvent rencontrer dans la société actuelle. Il aborde pas l'école, mais il aborde la société. Et il cite notamment Einstein en disant, alors ça, moi quand j'ai lu ça a fait écho évidemment forcément tout de suite à l'école. Il cite Einstein qui disait tout le monde est un génie, mais si on juge des capacités d'un poisson à grimper à un arbre, eh bien il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Et nous ça fait forcément écho à ce qu'on peut vivre à l'école. On parlait d'école inclusive. Si effectivement, nous, enseignants, on n'est pas capable d'adapter nos outils, si on n'est pas capable de donner à un élève qui est en situation de handicap, ou un élève en grande difficulté, ou même tout simplement à n'importe quel élève quelque chose qu'il est en mesure de réussir, si on donne quelque chose qui n'est pas du tout adapté, forcément qu'on court à l'échec, et on renvoie à l'élève quelque chose d'extrêmement négatif qui à terme peut vraiment, par rapport à sa posture d'élève, avoir des répercussions. Donc c'est un bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée. Il y a tellement quand on le lit, je pourrais en parler pendant des heures, il y a tellement d'évidence dans ce petit livre. À un moment, il dit aussi, il parle de la société en disant une société où il n'y a pas de privilèges, pas d'exclusivité, pas d'exclusion. Et on se dit, oui, mais enfin c'est tellement évident tout ça, et en même temps, la réalité, elle est tellement, tellement différente. Alors là aussi, comme on disait tout à l'heure, ça bouge, ça évolue. Mais alors ça évolue tellement lentement. Alors moi je trouve que ça évolue lentement, mais j'imagine pour toutes les personnes et toutes les familles qui sont, qui connaissent des situations de handicap, mais je me dis pour elles c'est terrible tout ça en fait. Auriez-vous un conseil pour les parents ou les futurs parents qui nous regardent? Oui, on parlait tout à l'heure du trio enseignants,
parents-élèves, voilà, je voudrais leur dire que eh bien, ce trio-là, il est extrêmement important et que la relation parent-enseignant, elle est extrêmement importante. C'est vrai que des fois, les parents n'osent pas, voilà, ils n'osent pas venir nous voir. Alors on est bien conscient que quand on a un enfant, qu'il commence à aller à l'école, forcément ça nous renvoie à nous, voilà, notre propre passé et notre propre parcours scolaire. Et pour certaines familles, on le sait, ça peut être très compliqué. Donc les parents se projettent parfois à travers leur enfant et pour eux c'est compliqué. Même, je pense que le fait d'aller à l'école, ça peut être compliqué pour certaines familles, le fait de rencontrer un enseignant aussi. Voilà, il faut que les parents ils aient bien en tête que eh bien, nous aussi, on a un parcours scolaire et c'est pas parce qu'on est enseignant que notre parcours il n'a pas été aussi semé d'embûches et qu'on a aussi des fragilités. Voilà, on ne devient pas enseignant par hasard. Pour ma part, si je suis devenue enseignante, c'est parce qu'un jour j'ai eu un enseignant qui était tellement extraordinaire et je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas que des enseignants comme ça voilà, et je me suis dit mais si j'avais su ça avant, mais voilà, certainement j'aurais été meilleure en mathématiques, meilleure, enfin, vous voyez, donc nous aussi on peut avoir des parcours difficiles et il faut que les parents ils se le disent et qu'ils viennent avec vraiment une grande simplicité en se disant qu'on n'est pas dans le jugement, que nous aussi on peut avoir des enfants et que ça peut aussi être compliqué pour nous en tant que parents. Voilà, c'est pas parce qu'on est enseignant qu'avec nos enfants, pardon, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Donc voilà, donc j'invite vraiment les parents à ne pas avoir peur et à se dire que la relation qu'ils peuvent tisser avec l'enseignant de leur enfant, elle est vraiment extrêmement importante. Je dirais même elle est primordiale pour la réussite de l'enfant. Alors pas forcément que au niveau des apprentissages, mais aussi au niveau de son bien-être, avec juste voilà, l'envie d'aller à l'école. Et voilà, je disais aux parents aussi de ma classe, en réunion de classe, voilà, ne nous critiquez pas trop devant vos enfants, parce que ça aussi, ça altère la relation de confiance qu'il peut y avoir et la relation dans ce trio-là. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça, de même que nous, en tant qu'enseignants, moi jamais je me permettrais de dire quoi que ce soit sur les familles, mais c'est vrai qu'il faut quand même le garder en tête et être vigilant, parce que chacun a son propre parcours, sa propre éducation, et malgré tout, il faut faire front, au moins voilà, en façade devant l'enfant, parce que sinon on perd en légitimité, et puis les enfants, dès qu'ils sentent qu'il y a la moindre faille, voilà, ils s'engouffrent dedans, on le sait bien. Donc voilà, rien que pour ça, il faut au moins en apparence essayer de montrer. Moi-même, j'ai pas, voilà, il y a parfois pour mes enfants des décisions d'enseignants, des choses que je comprenais pas, mais j'ai toujours eu ce discours-là auprès de mes enfants en leur disant écoute, si l'enseignant a décidé ça, c'est certainement qu'il y a une bonne raison. Voilà, après ça m'empêchait pas de râler par derrière. Voilà, mais au moins de montrer à l'enfant qu'on n'est pas avec lui contre l'enseignant. Parce que ça, je pense vraiment que ça peut altérer la relation élève-enseignant et après avoir des répercussions, voilà, comme je le disais, au niveau des apprentissages. Merci en tout cas Anne pour cette interview. Est-ce que vous auriez un mot de la fin? Ah oui, je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi parce que je trouve que c'est... voilà, on entend souvent parler des enseignants, mais quand il y a des manifestations, quand il y a des revendications par le biais des syndicats, et c'est une belle initiative et c'est un beau projet, je trouve, que de donner la parole aux enseignants aussi pour les laisser parler de leur métier et de leur motivation, de ce en quoi ils croient. C'est un métier passionnant, exigeant mais passionnant. Ça demande un engagement qui va au-delà des heures qu'on est en présentiel avec les enfants. Et voilà, on est généralement un peu toujours dedans, même le week-end, même le soir, même pendant nos vacances. Donc on pense à nos élèves et donc oui, c'est bien de donner la parole aux enseignants, donc merci.